Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai grand plaisir à recevoir dans Décideur Marion Mazoric, la gérante des éditions Au Diable Vauvert. Marion, bonjour. Bonjour Jean-Claude. Alors Marion, on va parler bien sûr de vous, de votre activité d'édition, mais avant cela, si vous voulez, je vais un petit peu vous présenter. Donc, vous êtes né en 1960 à Maisons Laffitte, vous avez des parents originaires du Gard, qui étaient d'ailleurs enseignants, et c'est peut-être pas pour ça que vous n'êtes pas devenu en fait ce que vous êtes. Et vous avez fait vos études à Nîmes, vous avez fait Cagnes, Hippocagne, vous êtes monté à Paris à la Sorbonne, et vous en êtes sorti avec un DESS en édition à l'Université de Paris 13. Et vos débuts dans l'édition, c'est d'abord un stage, Actes Sud, qu'on connaît ici sur la région. Et ça vous a certainement donné envie de continuer, puisque vous avez fait une brillante carrière aux éditions J'ai lu, groupe Flammarion, où là vous avez été même directrice littéraire et vous avez d'ailleurs signé de très grands écrivains. Alors j'ai noté Paulo Coelho, j'ai noté Michel Houellebecq, donc tout ça c'est J'ai lu. Et puis à un moment donné, vous avez décidé en 2000 de créer votre société d'édition ici dans le Gard. Au Diable Vauvert, c'est pas à Vauvert, c'est presque à Vauvert, c'est dans un lieu-dit à côté de Galician. Et voilà, vous allez nous expliquer tout ça. Alors, la maison d'édition, c'est en chiffre d'affaires, pour parler économie, c'est 1,3 million d'euros en 2008. Vous avez commis à ce jour 200 titres et vous avez vendu 700 000 exemplaires. Donc, déjà, une belle réussite. Le nombre de salariés, toujours à 7 ? 6. Ah, 6. Donc, c'est un petit peu descendu. Oui. Voilà, d'accord. Alors, en ce début d'année, vous avez une actualité qui est très forte, on va en reparler, hein, et puis vous allez fêter vos 10 ans. Alors, première question de Marion, qu'est-ce qui vous pousse en 2000 à créer votre société d'édition à Vauvert ? En fait, j'arrive pas à quitter le pays. C'est-à-dire qu'à force de pas le quitter, j'y avais d'abord un cheval, j'y passais mes week-ends. Finalement, ces allers-retours se sont installés pendant très rapidement quand j'étais célibataire, et puis j'y ai trouvé un mari. Ah oui, alors là, c'est un vrai motif. C'est un vrai motif. Ouais. Ensuite, on a fait un enfant. Ouais. Et comment vous dire, sans doute parce que mes parents étaient profs, donc ils ont été nommés en Normandie. Moi, je suis née à Maisons Laffitte sur la route de l'exil. J'avais beaucoup souffert gamine. En Normandie, c'était terrible et je m'étais juré que jamais j'infligerais ça à mon enfant. Donc il y a vraiment eu quelque chose de l'ordre de la réparation familiale. Je voulais pas faire ma vie à Paris. Alors la faire toute seule célibataire, c'était pas un problème. J'étais très mobile, je redescendais le week-end. Mais ça a été beaucoup trop dur quand on a eu un enfant et mon mari était, lui, à rester à Vauvert. Et donc j'ai fini par créer la maison, après surmenage, il fallait prendre une décision. Quand on monte une maison d'édition en région, dans le Gard, quand on voit l'édition, on se dit quand même la réussite elle est surtout à Paris. Qu'est-ce qui fait qu'on peut réussir en région ? Comment on arrive à réussir en région ? Quels sont les atouts, voire les difficultés que vous avez eues au départ ? Il y avait un exemple quand même. Vous avez dit que j'avais fait un stage chez Actes Sud. Moi je suis arrivée jeune stagiaire chez Actes Sud, ils étaient 4,5 en 80, je me souviens plus de l'année, mais vous savez tout à mon CV en 87. Et là on était en 98 quand je prends la décision en fait d'arrêter la double vie. Enfin c'est plus possible. Je le faisais depuis presque 15 ans quand même. D'accord. Et l'exemple, c'était Actes Sud. Alors, renforcer de quelque chose, Actes Sud était une maison qui s'était beaucoup développée, qui était une maison, on va dire, d'édition reconnue, mais assez traditionnelle dans son développement, y compris le nombre de titres. Il y avait 2 bureaux, un à Paris et un dans le Sud. Et moi, l'idée, ça a plutôt été de créer un catalogue court, une maison de création avec un catalogue limité, sur un modèle Minuit, POL ou Christian Bourgois, qui sont des maisons assez connues, avec donc un nombre de salariés limité, un nombre de titres limité, quelque chose de plus facile à gérer, et surtout quelque chose qui, grâce à Internet en 2000, est près de tout et s'organise avec l'outil informatique aussi bien comme premier outil en interne, outil de communication extérieure et avec les auteurs.
Et c'est vrai qu'en 2000, c'est plus facile d'exister en région que 10 ans avant parce qu'on a Internet et qu'on est au cœur de tout. Qui c'est qui vous aide quand vous arrivez? Parce que bon, il faut quand même un peu... Alors, j'imagine que vous avez été aidé au niveau de l'actionnariat, vous avez... Oui, financièrement... Là, il fallait un petit peu d'argent. Il fallait de l'argent. Il fallait de l'argent, d'autant que le business plan de l'entreprise... Et je m'étais trompée parce que je venais d'un grand groupe, donc j'avais mésestimé le coût de création de la PME, c'est-à-dire de l'outil entreprise. Ça, je l'avais mésestimé complètement. Ça aurait été d'ailleurs d'entrepreneurs quand ils démarrent. C'est vrai qu'il y a le côté je pense que gestion. ceux qui viennent des groupes, la PME, c'est un truc très particulier. C'est beaucoup plus facile de diriger, enfin, si je peux me permettre, une grosse boîte ou un département. Surtout les plans, on prend moins de risques. On est moins face à face des questions humaines. Gérer un groupe de 3 au début, c'est plus difficile qu'un groupe de 20, enfin, etc. Et le coût d'une petite PME semble réduit. Alors que pas du tout. La PME, de toute façon, l'entreprise doit exister. Elle coûte. Après, il faut gérer sa croissance. Donc, au départ, le business plan, quand même, prévoyait aussi bien le temps de création d'un catalogue, le temps d'installation des auteurs, le temps d'investissement promotionnel, que le temps d'obtenir en retour des droits que vous vendez au cinéma, vous savez, dans les pays étrangers, etc. Et donc, on sait très bien que pour une maison de ce format, qui va faire de la littérature à catalogue court, on n'atteindra pas rentabilité avant 5 ans. Ça, c'est les paramètres de l'édition. D'accord, ça a été votre cas, donc je dirais même qu'il a fallu 9 ans. 9 ans, l'équilibre d'exploitation s'est produit en 4e année, mais l'équilibre financier se produit en 9e. Et donc, j'ai financé au capital. Qu'est-ce qui coûte cher dans l'édition? C'est la recherche d'auteurs, c'est la capacité à devoir imprimer beaucoup pour rien? Alors, les erreurs coûtent cher. Donc, imprimer, par exemple, vous essayez toujours d'imprimer juste, en fonction de prévision de vente. Vous imprimez dans la région? Vous imprimez... Non, j'imprime en fait parce que j'ai un type de fabrication qui fait que je peux imprimer sur Cameron. Vous savez, il n'y a plus qu'un groupe d'impression en France qui est CPI. Et il y a 3 Cameron, elles appartiennent tous à Brodart et Taupin, des imprimeurs du groupe CPI. Donc j'imprime là comme... c'est les machines qui impriment Harry Potter. Mais techniquement, c'est une fabrication spécifique. Ce qui coûte cher au début, la première chose, c'est le coût de la PME. Oui, parce que vous apercevez au bout de 3 ans, il a fallu que je change ma politique de prix qui était directement de prix du livre, qui était directement exporté du groupe dans lequel je travaillais, et où vous dites, vous apprenez à l'école 25% de frais généraux. Non, une PME au début, les frais généraux sont bien plus pesants que ça par rapport aux résultats. En fait, pour schématiser votre propos, vous ne pouviez pas reproduire le modèle du grand groupe sur les éditions du Diable Vauvert. Donc il a fallu adapter un petit peu l'outil. Il a fallu adapter l'outil, le construire, et puis le construire jusqu'à cette 10e année, puisque ça s'est passé en 8-9e année par l'allocation très chère d'un logiciel de gestion qui est massif. Donc ces financements-là se sont faits au capital, un petit peu comme une start-up, ce qui n'est pas traditionnel dans l'édition, avec des actionnaires privés à qui j'ai vendu la moitié de la société, en fait. Moi étant majoritaire. Il faut garder la majorité quand même, ça fait partie... Vous êtes éditrice indépendante et je pense que vous le revendiquez, ça. Tout à fait. Et c'est pour ça d'ailleurs que la majorité est une question vraiment cruciale. D'accord. Alors, ces débuts d'année est marqué par un très gros succès, apparemment, qui démarre, vous allez nous dire. Donc, je le montre à la caméra, c'est le dernier livre de Neil Collaré. En fait, c'est votre premier écrivain, en fait. Vous l'avez premier auteur, et puis il a eu un prix au tout début, c'était en 2000, le prix de Flore. Et puis là, il sort apparemment une bombe, on va le dire. Comment vous dites dans votre jargon? C'est un futur best-seller? Non, c'est un best-seller. Déjà. Je vous l'annonce un petit peu en avant-première, parce que je viens d'avoir les premières tendances de sortie caisse sur les différents observateurs. Le livre n'est que depuis 10 jours ouvrable en magasin. Il a fait évidemment énormément de médias et ça se passe très très bien. Mais c'est surtout, donc on a des tendances sortie caisse qui sont énormes. Et puis on a énormément de courriers, de lettres. Enfin, on voit bien. Moi là, je retrouve quelque chose que je n'avais pas trouvé depuis la création du Diable et qui était plutôt ma distance de travail, parce que chez J'ai lu, effectivement, je devais publier des best-sellers. J'avais même un taux de best-seller obligatoire, sinon vous êtes prié de changer de métier. Donc là, finalement, pour fêter l'année des 10 ans, c'est très beau. Beau démarrage d'année, là, en fait. Oui, et puis comment vous dire, pour moi, c'est très symbolique, parce qu'on peut avoir des surprises dans l'édition. On dit toujours d'ailleurs que la bonne vente, ou ce qui vous donne de l'air, le best-seller, il n'arrive jamais d'où vous l'attendez.
attendez. Et là, quelque part, c'est le premier auteur de la maison, c'est 10 ans de travail, c'est son 5e livre. Il a fait son livre précédent chez un autre éditeur, ça s'était moins bien passé que chez nous. Donc il y a un vrai retour choisi. Alors, pour faire vite, qu'on comprenne comment se décide le choix des auteurs. Vous avez un comité éditorial, c'est vous qui décidez, c'est vous qui l'avez découvert. Il y a un comité de lecture, oui, il y a un comité de lecture. Mais le comité Pardon. de lecture n'est pas dans une échelle, dans une maison comme Le Diable qui publie en fait moins de 30 livres par an, donc c'est une production très courte. Non, le comité de lecture ne décide pas. Pourquoi? Parce que faire un livre, publier un livre, il y a les auteurs qu'on suit. Donc Nicolas Ray, chaque livre de lui sera publié au Diable et parce que, vous savez, vous êtes le coach d'un auteur, donc vous avez des livres que vous suivez, ce qui fait qu'il y a très peu de places ouvertes, que la maison, elle est partie avec un catalogue d'auteurs. Pour beaucoup, je publiais déjà depuis longtemps. Donc Nicolas Ray, j'avais fait qu'un livre de lui, mais il y avait Bordage, Ayerdal, d'autres. Donc les places sont prises et on a en gros 2-3 places libres par an. Alors après, dans le secteur de la fiction, mais on fait aussi des bandes dessinées, quelques beaux livres, des livres plus liés à la région. Donc il y a un équilibre des programmes qui doit absolument se compenser entre les livres qui coûtent de l'argent et les livres qui vont vous en rapporter. Alors pour ça, c'est pas le comité de lecture qui choisit, c'est l'éditeur, c'est le publisher. D'accord. Vous avez des projets sur cette année. J'ai ouï dire, alors est-ce que c'est une bonne ou mauvaise info, que vous alliez lancer une collection de poches, c'est ça? C'est toujours dans les... La collection de poches, ça sera pour la 15e année, je pense. Ah, 15e année, d'accord. Là, on sort une collection de livres qui ne sont pas du poche, mais qui ont un prix de poche, parce que c'est 12 €. C'est une collection de biographies. Et bien sûr, on va la sortir au Festival de la biographie de Nîmes, c'est-à-dire chez nous. Et puis ensuite, on va la lancer à Paris, aux Trois Baudets, puisqu'on a un titre sur Vian. C'est une salle où il s'est produite. Et c'est une collection de biographies qui explore le parcours d'une personnalité. Là, on commence avec des écrivains à l'époque de ses 20 ans. Et c'est une collection formidable parce que pour tous les collégiens, les profs, les lycéens, c'est une collection qui donne envie de lire de la littérature, qui permet de comprendre comment se constitue le génie de quelqu'un à une époque où il est encore personne. Alors, si vous voulez bien, une question plus large que ça, on parle d'édition, là, on parle donc d'édition en région. Comment se porte l'édition au niveau régional? Vous nous disiez dans un des numéros d'Objectif Languedoc-Roussillon, votre difficulté, votre même, à un moment donné, je me rappelle, vous étiez très incisive envers les collectivités en disant on ne nous aide pas assez. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Quel est votre sentiment par rapport à ça? Il y a beaucoup d'éditeurs en Languedoc-Roussillon et c'est une des régions riches. Est-ce qu'il y en a trop? Enfin, pas trop, c'est pas le sens de mon propos, mais est-ce qu'il y a trop d'offres? Non, pas du tout, parce qu'en fait, en Languedoc-Roussillon, et là, il y a une belle qualité éditoriale, on a beaucoup d'éditeurs qui sont spécialisés, qui, dans leur domaine, travaillent très bien. C'est des domaines où, justement, il n'y a pas beaucoup de compétition, que ce soit... bon, puis il y a aussi des éditeurs généralistes, mais il y a un très bel équilibre. Il se trouve qu'on est le premier en termes de chiffre d'affaires. On fait un chiffre d'affaires, là, en 2009, ce sera plus d'1,5 million, hein, quand même, peut-être même beaucoup plus. On a une diffusion nationale, on fait de la littérature, donc on est un format un petit peu comparable, enfin évidemment toute proportion gardée à Actes Sud, et on est les seuls en Languedoc-Roussillon. Et c'est vrai que là, on est face à des dynamiques d'investissement qui sont vraiment du moyen long terme économiquement. Et que de ce point de vue-là, il y a une politique de soutien, de subvention au dossier en région qui est réelle, mais vous voyez, et qui est importante. Mais qui n'est pas suffisante, non? Pas suffisante, non, en termes de subvention, c'est très suffisant, mais une entreprise comme le Diable Vert, qui est une entreprise de production culturelle, elle n'attend pas des subventions. Ça, bien sûr. En a. D'ailleurs, on touche, en 10 ans, ça aura été de 25 000 à 35 000 euros par an pour un chiffre d'affaires, encore une fois, qui est monté jusqu'à 1 300 000. Donc ça, c'est pas le souci. Moi, je serais demandeuse qu'on explore des subventions à des projets plus majeurs. Il y a des projets, par exemple, sur le peintre Viala, que j'aurais aimé faire, mais qui coûtent beaucoup plus cher qu'une subvention plafonnée. Enfin, là, il y a un investissement supérieur. Ça, c'est plutôt du patrimonial. On pourrait avoir plus d'ambition. Le souci d'une entreprise de production culturelle en région, c'est qu'en fait, elle est vraiment sur des ratios de rentabilité moyen-long terme et que là, ni la culture, ni les services économiques sont connectés de façon à ce qu'on puisse obtenir des relais de financement. D'accord, donc là, c'est plus issu du monde bancaire, en fait. Quelque part, si vous voulez, ce qui est vrai, c'est que là, on va arriver, je pense, à du capital développement, par exemple. Oui, du capital développement, des choses comme ça, mais il y aurait des ressources. Hein. On a obtenu une garantie, des fonds de garantie en région. La seule chose, c'est qu'elle a été soumise à un financement venant de nous, qui a mis quand même quelques mois à se produire. Du coup, on aurait très bien pu mourir en 9e année, en 8e année. Ce qui n'est pas le cas. Donc, et non, vous êtes en pleine forme. Ça, c'est très bien. Écoutez, Marion, merci pour toute cette belle aventure qui continue. Et félicitations donc, pour votre dernier ouvrage. À très bientôt. À bientôt. Merci.